Vous avez certainement déjà entendu qu'un bon portefeuille doit être liquide. Que pouvoir accéder à son argent à tout moment, c'est fondamental. Tout le monde vous dit que c'est un critère majeur, que c'est indispensable et que vous devez pouvoir accéder à votre argent à tout moment. Et honnêtement, on ne peut être que d'accord avec ça. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que cette liquidité peut être l'une des pires choses qui peut vous arriver en tant qu'investisseur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi avec des chiffres réels. La liquidité, c'est simple. C'est la facilité à convertir un actif en cash rapidement et simplement. Vos ETF sur un PEA, liquide. Vous pouvez les vendre en 2 clics et vous récupérez votre argent en 48 heures. L'appartement que vous avez acheté pour le mettre en location, illiquide. Il va vous falloir des mois pour le vendre, passer par un agent immobilier, par un notaire et vous récupérerez votre argent seulement dans plusieurs mois. Vos SCPI, semi-liquides. En fonction des conditions de marché et en fonction des SCPI, vous pouvez sortir plus ou moins rapidement. Jusqu'ici, tout le monde s'accorde à dire que plus c'est liquide, mieux c'est. Moins de risques, plus de flexibilité, plus de contrôle. Mais voilà la question que personne ne se pose jamais. Et si ce contrôle était justement un problème ? Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron et je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et ce sujet, je le vis concrètement au quotidien avec mes clients. Parce que la liquidité, c'est précisément ce qui peut faire dérailler toutes les stratégies, même les meilleures. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à vous abonner, on en parle régulièrement ici. On retourne à la vidéo. Il y a une anecdote assez célèbre qui circule dans les milieux financiers. Fidelity, qui est l'un des plus gros gérants d'actifs au monde, aurait mené une analyse interne des performances de ses clients entre 2003 et 2013. Et la conclusion de cette étude a surpris tout le monde. Les comptes qui avaient le mieux performé étaient les comptes des personnes qui étaient décédées ou qui avaient oublié qu'ils avaient un compte. C'est une analyse qui est assez relayée dans les milieux financiers, même si la publication d'origine est très difficilement trouvable. Mais sa conclusion, elle, est confirmée par des études qui sont bel et bien accessibles. Morningstar publie chaque année une étude depuis 20 ans qui s'appelle Mind the Gap. Cette étude, elle mesure l'écart entre la performance des fonds et la performance des investisseurs qui investissent dans ces mêmes fonds. Et ce que nous montre cette étude, c'est que les investisseurs achètent et vendent au plus mauvais moment. Sur la décennie qui s'est terminée fin 2023, les fonds ont réalisé une performance moyenne annuelle de 7,3% par an. Sur la même période, les investisseurs ayant investi dans ces fonds ont réalisé une performance de 6,3% par an. De 6,3% par an, soit un écart de performance moyenne de 1% par an. Simplement à cause d'un mauvais timing sur les achats et sur les ventes. Cet écart en représente environ 15% des rendements totaux réalisés sur la période. Pour 10 000 € investis, ça vous fait un écart de performance de 1 500 € parti en fumée à jamais. Et ce non pas à cause du marché, mais à cause du comportement des investisseurs. L'année la plus révélatrice, 2020. En pleine crise Covid, en mars, les investisseurs ont massivement vendu au plus bas. Puis, ils ont racheté plus tard, quand le rebond avait déjà eu lieu. Résultat des courses, plus de 2% d'écart de performance sur cette année-là. Ils ont cristallisé leurs pertes et ils ont manqué le rebond. Et pourquoi ont-ils pu faire cela ? Parce que leurs actifs étaient liquides, parce qu'il suffisait de cliquer sur un bouton pour pouvoir tout vendre. Maintenant, on va revenir à notre investisseur immobilier, celui qui possède son appartement qu'il a mis en location.
Est-ce que vous pensez qu'en mars 2020, en pleine crise Covid, son appartement a perdu de la valeur? Probablement. Mais il n'en savait rien réellement puisque son appartement n'est pas coté. Et 2, il n'a pas pu paniquer et vendre en quelques secondes en cristallisant sa perte au pire moment. Parce que vendre un appartement prend des mois. L'illiquidité l'a protégé de lui-même. Et c'est là tout le paradoxe. L'illiquidité, qui habituellement est perçue comme un risque, peut agir comme un bouclier comportemental. Elle vous empêche de faire la pire chose possible au pire moment possible. Et ça, ce n'est pas une théorie abstraite. Lui, il applique ce principe, mais de façon volontaire. Sa règle d'or, c'était de n'acheter que des entreprises qu'il prévoyait de ne jamais revendre. Il s'imposait à lui-même une illiquidité psychologique. Et d'ailleurs, il disait souvent cette phrase: « Notre période de détention préférée, c'est pour toujours. » Et sur 60 ans, les résultats sont là. Alors bien évidemment, l'illiquidité ne vous protégera pas toujours, il faut être honnête là-dessus. Certains actifs illiquides peuvent très mal tourner, et le fait qu'ils soient illiquides peut vous piéger définitivement. La différence, c'est la qualité de l'actif sous-jacent et la durée pour laquelle vous êtes prêt à conserver cet actif. Quand ces conditions sont réunies, l'impossibilité de vendre est plutôt une force qu'une faiblesse. Alors maintenant, moi j'entends souvent cette réponse. On me dit toujours « Non mais moi je vendrai pas, je craquerai pas, je connais les marchés, je sais que les baisses sont temporaires et je suis capable de tenir. » Et pourtant, encore une fois, les chiffres des études de Morningstar sont sans appel. Alors est-ce que les investisseurs expérimentés font mieux que la moyenne? Peut-être effectivement. Mais la moyenne est quand même à moins 1% de performance par an. Ce qui signifie que si les investisseurs expérimentés font mieux, alors les autres investisseurs font encore pire et peut-être même bien pire. Et il y a une raison fondamentalement humaine à cela: l'aversion à la perte. La douleur d'une perte est psychologiquement 2 fois plus douloureuse que le gain d'une somme équivalente. Cela a été documenté par des décennies de recherche en études comportementales. Quand votre portefeuille perd plus de 30% et que vous voyez des dizaines de milliers d'euros disparaître et qu'il vous suffit littéralement de 2 clics pour arrêter cette douleur, il y a très peu de gens qui résistent. Même ceux qui pensaient qu'ils en seraient capables. La plupart du temps, on surestime dramatiquement notre capacité à tenir en période de crise. Pas parce qu'on est faible, simplement parce qu'on est humain. Et c'est exactement pour ça qu'un accompagnement dans ce genre de période prend tout son sens. En effet, le plus compliqué, ça n'est pas forcément de choisir les meilleurs actifs. Si vous avez des ETF diversifiés, le choix des supports n'est probablement pas votre problème principal. Le vrai problème, c'est de rester investi quand tout vous pousse à vendre. Et c'est précisément ce rôle que je joue avec mes clients. Je ne fais pas que construire une allocation, je suis également un garde-fou comportemental. Celui qui appelle quand les marchés chutent de 20% et qui dit on ne touche à rien, et voilà pourquoi, et voilà ce qu'on va faire. Ce que je construis avec eux, c'est une allocation d'actifs qui tient compte de leur vraie tolérance à l'illiquidité. Et pas celle qu'ils imaginent avoir à froid, celle qu'ils auront vraiment quand ils seront sous pression. Il peut donc y avoir une partie liquide calibrée pour leurs besoins réels et potentiellement une partie illiquide pour les protéger d'eux-mêmes sur le long terme. Alors si vous voulez réfléchir à cette question pour votre propre situation, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous avec moi en description. Alors du coup, c'est quoi la bonne réponse sur la liquidité? Eh bien malheureusement, comme souvent en investissement, il n'y a pas de réponse universelle. Vous avez besoin qu'une partie de votre patrimoine soit liquide. C'est non négociable. Votre épargne de précaution, vos projets à court terme, les imprévus, vous devez prendre tout cela en compte. Mais votre patrimoine n'a peut-être pas besoin d'être à 100% liquide comme on vous le dit. Et surtout, arrêtez de craindre l'illiquidité
comme si c'était forcément un risque. Car parfois, ça sera exactement ce qui vous protégera de votre pire ennemi en investissement, vous-même. À la prochaine!